l'IRELP a décidé, il y a maintenant plusieurs années, 2-3 ans, avec les difficultés des contingences, des plus et des moins, d'avoir un endroit que nous avons décidé d'appeler Université populaire, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être un endroit, un lieu, un centre, où nous puissions réfléchir, non pas de manière philosophale ou spéculative, Louis comprendra, mais sur des thèmes précis qui peuvent aider les militants que nous sommes et ceux que nous voulons amener à être sur des choses concrètes, factuelles. Nous ne cessons d'expliquer à l'IRELP que nous voulons, sur l'université populaire, avoir des éléments de compréhension factuelle. Par exemple, dans ce centre, dans cette université populaire, nous avons cette université populaire et ses cycles sur l'économie, sur la sociologie, sur la philosophie, sur les idées, etc., etc., sur la laïcité, que nous allons travailler, examiner aujourd'hui. Mon intervention de ce jour ne consistera pas à tenter de résumer les débats qui eurent lieu lors du congrès de Rome. Ce congrès dura 4 jours. Il devait en durer 3, mais il y a eu des prolongations, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et cela d'ailleurs n'apprendrait pas grand-chose à celles et ceux qui ont déjà pris le temps de lire ces actes. Et j'ai opté du coup pour une approche plus personnelle. Je vous proposerai un parcours en 3 temps. Pour commencer, je reviendrai sur la manière dont fut pensé ce congrès, car le mot congrès recouvre parfois des réalités différentes, et peut-être celui-ci serait-il de nature à interroger nos pratiques aujourd'hui. Dans un deuxième temps, quitte à passer pour un immonde prosélyte, j'évoquerai ceux des intervenants issus d'une culture protestante. Et au risque de vous décevoir, j'en ai repéré au moins 4. 2 d'entre eux ont été pasteurs. Le premier représente les anarchistes. L'autre évoque un exégète qui fit scandale, David Friedrich Strauss. Le troisième des protestants était fils de pasteur. Foncièrement hostile au christianisme catholique, il donne, lors du congrès, un exposé de sciences des religions. Et le quatrième, enfin, eut un parcours hors du commun. Je m'attarderai un peu sur ce personnage qui fut le fondateur du premier orphelinat mixte et laïque de l'histoire de France, le maître d'œuvre de l'école laïque, l'artisan de la loi de 1905, etc., etc., mais qui fut également le fondateur de l'Association nationale des libres penseurs de France. Cet homme, vous l'aurez reconnu, c'est Ferdinand Buisson, et son parcours, me semble-t-il, nous en dit long quant au lien qui peut exister entre protestantisme libéral et libre pensée. Et puis, dans un troisième temps, je reviendrai sur une passe d'armes qui peut sembler inactuelle. De par mon expérience, je la crois d'actualité. Lors du congrès de Rome, une division a failli se produire. Elle portait sur la nature et la définition même de la libre pensée. On pourrait s'attacher à cette division qui fut, sans conteste, réelle. L'important me paraît être davantage la manière dont on sut la surmonter. Et j'y vois une belle leçon par l'exemple, tant pour le mouvement ouvrier, si souvent divisé, que pour les forces républicaines qui le sont fréquemment également. J'en viens donc au congrès et j'évoquerai le contexte, la nature de ce congrès, puis les objectifs qu'il s'était fixés. Je commence par le contexte. Nous sommes alors en 1904. Un élément récent explique le succès de ce congrès, ainsi que son caractère festif. C'est la disparition officielle en 1900 de ce qui fut connu sous la si douce appellation d'États pontificaux. J'en rappelle l'histoire. Au cours du 8e siècle,
les services pontificaux ont inventé un faux selon lequel l'empereur Constantin aurait donné au pape certains États de l'Italie. Un soudain héritage, issu de la comtesse de Toscane en 1115, permit de compléter la dot. Le patrimoine de Saint-Pierre, comme on l'appelait chez les saints hommes, ne fera que s'accroître, les papes n'ayant de cesse de tenter d'annexer d'autres villes de l'Italie. Au XIXe siècle, le pape est donc un souverain temporel doté d'armées et de milices régnant sur une large part de l'Italie. Les gamines du Sud sont envoyées par de pieuses missions casser les grèves dans les autres pays d'Europe et enrichir les sœurs et les patrons. En échange de ces services, le pape peut compter sur le soutien sans faille d'un certain nombre de pays, mais surtout de l'Empire français, toujours d'accord pour envoyer des troupes en renfort dès que les forces républicaines menacent son pouvoir. Et ce n'est qu'en 1870, ne pouvant plus compter sur le soutien de Badinguet, que le pape perdit son pouvoir temporel et la ville de Rome. Mais la réelle dissolution de ces États pontificaux ne date que de 1900. En 1904, les républicains fêtent donc la victoire et les figures de leurs héros, Mazzini, l'inspirateur et l'organisateur des forces républicaines, ainsi que Garibaldi, le héros de la guérilla, par ailleurs figure historique de la franc-maçonnerie. Et cela explique en partie la présence de toutes les bannières maçonniques lors du congrès de Rome devant le Vatican. Mais un autre élément, celui-là à venir, ne manque pas d'ajouter au côté festif un certain caractère de fébrilité. Bon nombre de regards sont alors braqués sur la France, car dans un contexte très difficile, je le rappelle, les négociations sont en cours en vue d'en arriver à la loi de 1905. Et nous avons tendance à l'oublier tant cette loi nous paraît presque naturelle, mais le contexte alors est extrêmement conflictuel. Au XIXe siècle, le Parti catholique espérait encore reconquérir la France, et notamment par l'école. Mais la France vient juste d'interdire aux congrégations religieuses de s'occuper d'enseignement. Et donc déjà mise en échec sur le terrain scolaire, voilà que le cléricalisme craint, et a raison, de perdre une large partie de l'influence politique à laquelle il prétend et prétendra sans doute aussi longtemps qu'il existera. De manière cocasse, à ce moment-là, l'un des ouvrages de Ferdinand Buisson, La religion, la morale et la science, est mis à l'index par la Congrégation pour la doctrine de la foi, et c'est une première depuis la Réforme qu'un ouvrage écrit par un non-catholique puisse être mis à l'index. C'est Ferdinand Buisson qui aura droit à cet honneur. De manière interne, même pour ceux qui souhaitent la séparation, le contexte est en fait très tendu. Certes, la commission parlementaire s'y avère favorable, mais tenez-vous bien, à une voix près. Lorsque cette commission a été créée, plusieurs partis d'extrême gauche ont refusé d'y siéger, espérant la chute du gouvernement. Et c'est donc à une voix près que la commission est majoritairement favorable, et c'est Ferdinand Buisson à qui il revient de la présider. Et vous vous en doutez, dans ce contexte, la négociation nécessite des heures et des heures de débat et un sens rare de la diplomatie, car il s'en fallait d'un cheveu pour que la loi de 1905 soit rejetée en France. Donc en 1904, personne ne pouvait dire si cette loi allait passer, ou bien si, hypothèse calamiteuse, elle allait être rejetée, ce qui aurait représenté un renforcement considérable du pouvoir du Parti catholique. J'ouvre une parenthèse.
J'entends souvent citer cette loi de 1905 comme étant la loi de laïcité. C'est une approximation un peu dommage, car le terme de laïcité sera forgé et réinvesti ultérieurement par Ferdinand Buisson, quelques années après. Il apparaît dans le nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, laïcité étant clairement associée à une forme ouverte et foncièrement humaniste de pédagogie. La loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État, et Ferdinand Buisson dira que ce n'est qu'une étape vers la laïcité. Fin de ma parenthèse. J'en viens à la manière dont ce congrès a été pensé et aux différences qui peuvent exister entre ce congrès et les nôtres. Pour commencer, et cela va de soi, nous n'y rencontrons pas les mêmes aspects juridiques. Le congrès n'a aucun caractère d'assemblée générale. Il manque donc ce qui, en général, nous passionne tous et que nous attendons avec impatience, à savoir le rapport du trésorier. Les aspects militants et festifs sont pourtant là. Des vœux sont présentés, qui concernent d'ailleurs à peu près tous les pays. Des motions sont votées. Des commissions présentent aux participants les résultats de leurs travaux. Mais à cela s'ajoute un autre aspect, très important me semble-t-il. Le congrès est aussi un tour d'horizon des recherches contemporaines dans le domaine des sciences humaines et dans le domaine des sciences politiques, sciences religieuses et de la philosophie. Ce qui veut dire que de très nombreux universitaires, des savants, des penseurs sont invités à y présenter l'état actuel de leurs travaux et de leurs recherches, ce qui donne au congrès un aspect d'université populaire, mais sans entrer pour autant, et cela est un peu étonnant, dans une facilité de langage. Et on dirait même que les organisateurs ont totalement oublié de suggérer aux intervenants d'être compréhensibles. Je m'en tiendrai à un exemple. Ernest Haeckel, représentant de l'Allemagne, propose alors la création d'une ligue moniste unitaire dont il présente les 30 thèses, dont 20 sont théoriques et 10 pratiques. Je n'ai pas l'âme d'un tortionnaire, je ne vous lirai pas ces thèses, je m'en tiendrai à vous dire que la 12e s'appelle Archigonie. La thèse elle-même est aussi compréhensible que le titre. Et puis, cela va sans doute vous plaire, la thèse numéro 14 porte pour titre « Histoire de la race », entre parenthèses « phylogénie ». Haeckel affirme de cette science, elle cherche à déterminer hypothétiquement la généalogie des plus grands et des plus petits groupes de formes organiques et fonde là-dessus le système naturel des races, des classes et des genres. Ici, je vous dois un aveu, je n'ai pas classé Haeckel parmi les protestants, même si, en bon allemand, il était alors luthérien. Et j'en viens au... Pardon ? Les luthériens sont-ils tous protestants ? Ils peuvent l'être d'une manière très sociologique, en fait, par rapport aux autres que je vais évoquer maintenant. Les 4 intervenants qui furent, du moins durant un temps, protestants libéraux, en tout cas pour 3 d'entre eux, peut-être pour un autre. Alors, est-ce par un vieux fond de cléricalisme ou est-ce pour suivre l'ordre des interventions? Mais je commencerai par les 2 qui ont été pasteurs. Le premier n'est autre que Ferdinand Domela Nieuwenhuis, délégué de la Hollande, qui représente dans le Congrès les idées anarchistes. Je vous rappelle qu'en cette époque, le simple fait d'être en contact avec un anarchiste constituait en France un délit, celui d'association de malfaiteurs, et était encore passible du bagne. Et là, à ce congrès, un anarchiste déclaré vient et le congrès va d'ailleurs voter l'abrogation de ces lois scélérates, l'interdiction de la propagande anarchiste. Au passage, en préparant cette intervention,
Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert avec effroi que l'interdiction de la propagande anarchiste en France la suppression de l'interdiction date de 1992. Ah, c'est pas possible. Et si, 92. Moi qui, à 16 ans, était déjà un propagandiste libertaire, eh bien, j'ai eu de la chance. Mais effectivement, jusqu'en 1992, c'était interdit de se dire libertaire en France. Pas mal, hein? Alors, dans une intervention pleine d'humour, Nguyen Huys, qui est donc le leader de l'anarchisme en Hollande en tout cas, mais qui est vraiment une figure respectée par les anarchistes du monde entier, évoque les deux naïvetés qui ont été celles de son parcours. La première fut de croire qu'il était possible de réformer l'Église. Et je rappelle que Nguyen Huys a été 8 ans pasteur protestant libéral. Car, disait-il, il voulait alors la pousser dans le sens du progrès. Et puis sa deuxième naïveté, et là je rappelle qu'il fut député, l'un des premiers à être député de gauche en Hollande, fut qu'il était possible de réformer l'État dans un sens large et bienveillant, dit-il. Puis il en vient à la libre pensée et ajoute « La libre pensée, quel étrange pléonasme! La pensée ne doit-elle pas toujours être complètement libre ?» Et il conclura son intervention ainsi « L'évangile de la libre pensée seul ne peut faire des heureux. Nous devons travailler, et nous travaillerons tous sans relâche, tant que nous n'aurons pas émancipé complètement l'humanité des dogmes de l'Église et de l'État, que nous ne l'aurons pas délivrée de toutes les oppressions. » Voilà pour Nguyen Huys. Et juste après Nguyen Huys, il se trouve que le délégué des libres penseurs d'Angleterre lit le discours d'un autre délégué, celui l'a empêché, le délégué des libres penseurs des États-Unis, qui a un ton très différent. Ce délégué, qui s'appelle Mancur B. Conway, fut pasteur unitarien, ce qu'il ne dit pas, contrairement à Nguyen Huys qui ne s'en cache pas. Et Conway a un discours assez pessimiste, car il constate la régression aux États-Unis d'Amérique de toute pensée libre. Et il commence par rappeler les grands fondateurs des États-Unis, très souvent des unitariens partisans de la séparation des églises et de l'État, et décrit la forte avancée aux États-Unis de l'Église dite de la science chrétienne, ce que nous appelons aujourd'hui la scientologie. Et il affirme alors son pessimisme devant cette évolution et évoque deux dogmes qui seraient les deux dogmes des libres penseurs. Je cite. « La difficulté de dépasser la longue éducation en christianisme est démontrée même par la survie, chez beaucoup de libres penseurs, de l'esprit de la foi antique après que la lettre en ait perdu. D'où vient notre croyance dans le progrès ?» Et il précise « Un autre dogme auquel les libres penseurs se prêtent quelquefois, c'est que la vérité abattue sur le sol s'élèvera toujours. La vérité a été maintes fois foulée aux pieds sans se relever par la suite. » Et on sent chez Conway une sorte d'amertume face à l'existence. Pardon ? Absolument. Absolument, dit-il. Amertume par rapport à l'attachement des êtres humains aux différentes croyances dans lesquelles ils ont pu baigner. Je cite encore « Ceux parmi nous qui, élevés sous le régime rigide des dogmes protestants, en avons peu à peu découvert la fausseté et les envisageons maintenant comme odieux, nous ne pouvons empêcher notre étonnement de la ténacité dont nous avons fait preuve en y restant attachés si longtemps et de la manière dont nous avons défendu chaque anneau de la chaîne qui nous enserrait. » Et ensuite, de manière assez étonnante, mais toujours dans le cadre de ce tour d'horizon des sciences humaines de son temps, il évoque sa rencontre avec un personnage assez peu connu, en France en tout cas,
David Friedrich Strauss, qui écrivit ce qu'il avait baptisé une vie de Renan, qui fit scandale alors, et qui fut assez déçu de constater que son livre n'avait pas connu le succès médiatique que connaîtra Renan. Strauss, Jésus. Tu as dit une vie de Renan. Oui, c'est ça. C'est dit Jésus. La vie de Jésus, tout à fait. J'ai une vie de Renan. Ah, le succès. Oui, d'accord, bon. Je suis allé trop vite. Alors, David Friedrich Strauss publie ce livre, enfin, 2 énormes volumes en 1835, et les 2 volumes seront traduits en France par quelqu'un qui a été protestant libéral aussi et qui est devenu ensuite positiviste, dont vous connaissez tous au moins le nom, un certain Émile Littré. Et le livre de Strauss en Allemagne fit un scandale absolument retentissant. Cet obscur professeur avait eu la mauvaise idée de collationner les opinions des exégètes de son temps. Il s'agissait pour lui de mesurer la probabilité de l'authenticité des paroles de Jésus. Et le livre de Strauss se présente de manière très très froide et neutre, de la manière suivante. Prenons telle parole, tel savant dit qu'elle est authentique pour telle et telle raison, mais tel autre savant dit qu'elle ne l'est pas pour telle et telle autre raison, tel autre dit que peut-être, et il conclut presque immanquablement par « au fond, on n'en sait rien », ou bien « cette parole n'est certainement pas authentique », ou « il se pourrait qu'elle le soit, mais nous n'en avons aucune preuve ». Bref, son livre est une sorte de copier-coller, juxtaposant les points de vue et montrant clairement que finalement les grands savants ont leur point de vue, mais que de là à savoir ce qu'il en est, eh bien on en est très loin. Strauss était alors répétiteur de philosophie au séminaire protestant de Tübingen et il sera immédiatement révoqué. Et de façon assez drôle, l'une des personnes qui parlera de lui en France ne sera autre qu'Edgar Quinet, qui fera une description assez précise de cet ouvrage, tout en se montrant horrifié par le contenu du livre de Strauss, et Quinet dira qu'il ne comprend pas comment en Allemagne ce sont les théologiens eux-mêmes qui détruisent les fondements de toute religion. Et il conclura ainsi: voilà ce livre dans ses éléments et son affreuse nudité. Si l'analyse était à recommencer, le cœur me manquerait pour la refaire. Bref, une sorte d'écœurement d'Edgar Quinet par rapport à Strauss. Mais Strauss avait un projet à double détente, car Strauss était convaincu que l'émancipation politique et sociale viendrait de l'émancipation religieuse. Et la volonté de Strauss de détruire le dogme religieux, c'était pour lui l'idée que, par la suite, cela ouvrirait la voie à une émancipation beaucoup plus globale. Et Conway en reprend la thèse, puisqu'il affirme dans la même veine: tant que l'esprit immonde de la superstition règne sur l'esprit de l'homme, peu importe que celui-ci soit assujetti au pape ou au président. Je répète peut-être: tant que l'esprit immonde de la superstition règne sur l'esprit de l'homme, peu importe que celui-ci soit assujetti au pape ou au président. Et nous trouvons chez Conway, au fond, une pensée également devenue libertaire, mais sans cette espèce d'enthousiasme qui caractérise Nieuwenhuis. J'en viens au troisième des intervenants protestants, ou issu en tout cas du protestantisme. Il s'agit de Maurice Verne. Maurice Verne vient d'une famille célèbre, surtout par ses pasteurs et ses banquiers. Et dans la plus pure tradition familiale, son père, qui cumule les mandats, est pasteur, secrétaire du consistoire réformé de Paris, mais également sous-gouverneur de la Banque de France. Les Verne appartiennent au piétisme et à l'orthodoxie. Et à Paris, le père de Maurice Verne, à savoir Philippe Louis, est l'un des bras droits de Guizot,
ce personnage de sinistre mémoire, homme fort du régime de Louis-Philippe, qui a défendu jusqu'au bout l'impôt censitaire, c'est-à-dire que seuls les riches, le vote censitaire, je dis des bêtises. Tu peux dire suffrage censitaire. À savoir, oui, le suffrage censitaire, à savoir que seuls les riches pouvaient voter, et qui donc a entraîné la chute du régime de Louis-Philippe, et qui depuis, voyant sa carrière politique terminée, s'est reconverti dans la carrière ecclésiastique et est devenu l'homme fort du protestantisme orthodoxe de Paris. Au cours de ses études de théologie, Maurice Verne, qui est également destiné à devenir pasteur, rejoint un courant critique appelé la Nouvelle École. Alors, ce courant est un courant assez singulier, un peu hybride, qui à la fois reprend tout l'aspect critique du protestantisme libéral, mais sur le fond d'un piétisme du réveil, une sorte de courant évangélique en même temps. L'idée de ce courant, en gros, c'est qu'il faut se débarrasser de l'autorité de l'Église, de l'autorité de la Bible, donc ils acceptent tout l'aspect critique des dogmes, critiques bibliques, mais pour retrouver Jésus-Christ et être un véritable disciple de Jésus-Christ, d'où ce côté réveil qui va les conduire rapidement à une impasse, quand au fond il sera démontré que, eh bien, on ne remonte pas au Jésus de l'histoire et que ceux qui veulent se mettre sous l'autorité de Jésus-Christ inventent le Jésus duquel ils attendent l'autorité. Quoi qu'il en soit, papa constate alors avec effroi l'évolution de son fiston et lui demande donc, à l'époque on obéissait, de ne pas devenir pasteur. Maurice Verne, donc le fiston, va également s'illustrer à cette époque-là par l'organisation d'une cérémonie républicaine devant un buste de l'empereur assorti de graffitis anti-impériaux. Heureusement pour lui, papa est allé trouver un ministre. Maurice Verne devient professeur à l'école pratique des hautes études et fonde en 1880 la revue de l'histoire des religions. Et c'est à ce titre qu'il intervient dans le Congrès. Parallèlement à son poste de professeur, il militait alors pour un enseignement laïque et scientifique de l'histoire des religions, et cela dès l'école primaire. Car il avait la conviction, qu'il souligne d'ailleurs dans le Congrès, que l'étude des religions est strictement incompatible avec la pratique religieuse de quelque culte que ce soit. Dans son panorama, pourtant, Maurice Verne fait preuve d'une certaine indulgence à l'égard des religions de la Grèce ancienne et de la Rome ancienne. Il se montre par contre virulent contre les croyances chrétiennes, tant protestantes que catholiques, mais de manière beaucoup plus virulente contre l'Église catholique. De manière assez drôle, au cours de son intervention, il évoque une page de l'histoire du protestantisme, à savoir le synode de 1872, qui fut un synode au cours duquel le versant orthodoxe du protestantisme français tenta d'exclure de l'Église les libéraux. Et la description qu'il en donne est d'autant plus succulente quand on sait que le vice-modérateur orthodoxe donc, de ce synode n'était autre que son propre père qui vivait toujours à ce moment-là. Je vous lis le passage. En 1872, si l'État n'avait refusé de sanctionner les décisions d'un synode général des églises réformées de France, la majorité, dite orthodoxe, expulsait le tiers de ses coreligionnaires, constituant la fraction dite libérale, celle qui manifestait quelque désir de tenir compte de l'état général des sciences. Au souvenir vivant encore des odieuses persécutions subies sous Louis XIV et Louis XV, l'Église réformée brûlait de substituer le spectacle des procès en hérésie. Je ne sais pas si son père donc a été au courant de cela, mais l'ambiance à la maison a dû être assez cocasse. C'est pour ça qu'il faut quitter la maison.
Bref, ce que Verne retient des religions, c'est l'intransigeance doctrinale, l'autoritarisme pratique, la dimension superstitieuse. Pour lui, toute religion vise à s'attirer quelque faveur des dieux ou du dieu, et surtout le surnaturel qu'il considère comme une parfaite supercherie. Et sa conclusion est sans appel, toujours au nom de la vérité rationnelle, je cite, « Nous donnons congé au magistère de Saint-Pierre en lui disant « La science des religions, l'exégèse biblique confirme la condamnation déjà prononcée au nom du droit, de la philosophie et de la raison. En présence des résultats obtenus par l'examen des phénomènes d'ordre religieux, vous êtes l'ignorance systématique. Par votre entêtement, ne nous obligez pas à dire « Vous êtes le mensonge avoué sans excuse, sachez disparaître sans attacher à votre fin l'outrageant souvenir de la mauvaise foi. » Fin donc de l'intervention de Maurice Verne au Congrès de Rome. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous remarquerez le ton très différent entre les deux précédents issus du protestantisme libéral et celui-ci issu de l'orthodoxie. Et je vais à présent en venir au quatrième acteur de ce Congrès de Rome venu d'un horizon protestant. Je vous avais indiqué au départ que mon intervention comprendrait trois parties, la dernière étant celle d'une passe d'armes. Comme Ferdinand Buisson est largement impliqué dans cette passe d'armes, eh bien, le quatrième vient avec la troisième partie. Un peu d'eau tout d'abord. Tu peux même faire le quatrième avant le troisième, mais... Non, je blague. J'aurais pu, oui. Et toi le cinquième, hein? Je ne suis que le premier. Donc le quatrième est Ferdinand Buisson, dont la notoriété en ce temps-là est absolument considérable au niveau mondial. Tout le monde parle justement de cette fameuse loi en préparation, mais également la fondation de l'école publique. C'est quelque chose que tout le monde a en tête. Et Ferdinand Buisson intervient en tant que rapporteur de l'une des commissions ayant pour titre « Le dogme et la science ». De manière assez cocasse, les résultats de cette commission faillirent ne pas être présentés, car le congrès débattait déjà du lieu où se tiendrait le congrès suivant. Il commence par indiquer que deux motions, rédigées sans concertation, ont été présentées à la commission, et il ajoute qu'il présentera ultérieurement le résultat des délibérations de la commission. Donc, premier point, il y en a deux, je vous dirai plus tard. Il donne alors lecture de la première, écrite par lui-même, et immédiatement après, celle de la seconde, proposition d'un citoyen Doisier. La motion Buisson est donc une déclaration de principe destinée à rendre lisible la nature de la libre pensée. Pour Ferdinand Buisson, au fond, la difficulté des libres penseurs à ce moment-là était que si on leur demandait qu'est-ce que la libre pensée, une fois qu'ils avaient dit qu'ils étaient contre les catholiques et le cléricalisme, eh bien, c'était un peu court, et Buisson voulait justement avoir cette déclaration de principe d'ordre un peu général, théorique et pratique à la fois. Et c'est là qu'il va commencer par cette définition. La libre pensée n'est pas une doctrine, elle est une méthode, c'est-à-dire une manière de conduire sa pensée et par suite son action dans tous les domaines de la vie individuelle et sociale. Il décrit la libre pensée dont la première règle est le rejet de toute croyance imposée, ainsi que de toute autorité prétendant imposer des croyances. Et ici la liste est, je crois, importante, car bien entendu les religions autoritaires sont visées, mais le sont aussi toutes les autres formes d'autorité, aussi bien les doctrines autoritaires que la décision des pouvoirs publics
si elles deviennent un dogme, ou encore le vote d'une majorité. Dire c'est le choix de la majorité, vous devez vous y soumettre, dans la déclaration Buisson, eh bien ce n'est pas l'attitude d'un libre penseur. Il y a un droit de désobéissance qui est inscrit. Et la seconde règle de la libre pensée est de réaliser par les moyens humains ce que Buisson appelle l'idéal, c'est-à-dire poursuivre indéfiniment le vrai par la science, le bien par la morale et le beau par l'art. Dans le domaine pratique, la libre pensée a pour implication la laïcité intégrale de l'État, je cite, « n'étant complète que quand elle entreprend de réaliser socialement l'idéal humain, la libre pensée doit tendre à l'institution d'un régime sous lequel pas un être humain ne pourra plus être sacrifié ni même négligé par la société et par conséquent ne sera mis ou laissé par elle, directement ou indirectement, dans l'impossibilité pratique d'exercer tous ses droits d'homme et de remplir tous ses devoirs d'homme. » Et le texte se conclut ainsi par une formule que vous connaissez sans doute à peu près, enfin que vous avez en mémoire. Hein. En d'autres termes, la libre pensée est laïque, démocratique et sociale, c'est-à-dire qu'elle rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug, le pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique et du capital en matière économique. Bref, vous avez dans la motion Buisson les grands thèmes actuels de la Fédération nationale de la libre pensée. La motion Doisier, par contre, n'est pas très longue. Elle ne comprend qu'une phrase que je vais vous lire, non sans avoir bu un peu d'eau et pris mon souffle. Il prend son souffle pour une motion d'une phrase. Tout à fait. Le Congrès international de la libre pensée affirme que la libre pensée a pour but d'émanciper l'esprit humain de toutes les croyances et des préjugés religieux qui sont absolument contraires aux résultats de la science, affirme également que la libre pensée ne doit pas seulement combattre les préjugés et les dogmes religieux, mais encore et surtout les préjugés politiques et sociaux qui sont au moins aussi dangereux pour l'émancipation intégrale de l'humanité, déclare que l'émancipation intellectuelle et morale n'est possible que par l'affranchissement matériel et économique de la classe ouvrière de l'oppression capitaliste qui pèse sur elle, affranchissement qui libérera l'humanité tout entière en assurant à tous le droit à la vie. Voilà pourquoi il fallait prendre un peu de souffle. Là-dessus, Ferdinand Buisson souligne que la motion Doisier ne pose absolument aucun problème et qu'elle est adoptée. Et il va ensuite se livrer à un jeu extraordinaire, commençant par évoquer, sous les acclamations incessantes du Congrès, bon nombre d'éléments de la discussion qui a eu lieu, et en reprenant de façon systématique certaines des formulations de sa propre motion. Et à chaque fois qu'il dit « voilà ce dont nous sommes convenus », tout le monde applaudit. Et il en arrive à poser cette question, qui est la question ultime. Voulez-vous approuver le vote qui a été émis par votre 7e commission? Et bien évidemment, tout le Congrès s'exclame « mais oui, mais oui, mais oui ». Et là, Ferdinand Buisson va dire « attendez, je vais quand même vous dire quelle a été la décision de cette commission et quels ont été les votes. » Et il indique les votes. Sur les 200 membres environ de cette commission, il y en a 90 qui se sont abstenus ou qui étaient absents. 85 membres ont voté la seule proposition Doisier, 23 ont voté les deux propositions à la fois. Il y a eu 2 voix perdues que nous considérons comme n'existant pas, attendu que c'était un malentendu de vote. Pas brillant comme résultat de vote pour Ferdinand Buisson au sein de la commission, 23 seulement favorables à sa motion, 85 donc pour Doisier. Et quant à la commission elle-même, se dire que sur les 200 membres environ, il y a 90 absents, et qu'en tout on n'a que 85 membres qui votent,
Eh bien, c'est là-dessus que Ferdinand Buisson va jouer pour représenter au Congrès la possibilité de voter. Et Buisson continue à affirmer que les deux motions sont parfaitement complémentaires. Qu'il y a une déclaration de principe générale et théorique, qu'il y a un autre texte beaucoup plus connoté politiquement, mais que ce sont deux manières d'exprimer l'objectif de la libre pensée. Et Buisson conclut son discours ainsi: quelle que soit l'autorité d'un homme, quelle que soit l'autorité d'un livre, la Bible ou tout autre qu'il invoque, nous ne voulons reconnaître pour nous incliner devant lui ni Dieu ni maître. Et voilà qui n'est pas sans rappeler, de mon point de vue, le temps de la jeunesse de Ferdinand Buisson, quand il était en exil à Neuchâtel, et qui avait présenté dans un congrès de la paix un discours qui sera d'ailleurs, qui reviendra sans cesse tout au long de sa carrière dans l'éducation nationale, discours qui fut alors imprimé à 100 000 exemplaires, et où l'on trouve cette phrase: il faut habituer les enfants à se dire, un uniforme, c'est une livrée, et toute livrée est ignominieuse, celle du prêtre et celle du soldat, celle du magistrat et celle du laquais. Et là encore, le lien entre protestantisme libéral et mouvement libertaire, eh bien, on ne peut que le constater, me semble-t-il. Le feuilleton n'est pas fini, puisqu'à ce moment-là, Doisier prend la parole. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il se montre d'une amabilité toute relative, notamment à l'égard de Ferdinand Buisson. Je cite: « Je ne suis pas à cette tribune pour combattre la proposition Buisson, étant donné que déjà en commission même, j'ai déclaré qu'il n'y avait pas de contradiction absolue entre le texte du citoyen Buisson et le mien, et que j'étais prêt même à voter cette motion qui pouvait satisfaire les philosophes et ceux qui se contentent de mots. » Et il en arrive à dire: « Avec mon tempérament d'ouvrier, je crois que nous devons nous arrêter à des résolutions simples, mais claires et nettes, et que la masse ouvrière puisse comprendre. » Ce qui suscitera de la part d'un intervenant la formule « pas d'aristocratie d'en bas ». Interrompu donc, il va jusqu'à évoquer, et là, est-ce qu'il pense à Buisson? Ça me paraît probable. Il évoque donc les bourgeois qui veulent conduire la classe ouvrière et s'en servent aujourd'hui pour exploiter leur bulletin de vote. Et il redit que sa motion n'en exclut pas une autre. Il commence la relecture de sa motion et s'interrompt d'un coup pour ajouter: « Et c'est ici ce qui différencie ceux qui sont libres penseurs pour le fond et ceux qui ne le sont que pour la forme. » Ce qui conduit à un rappel à l'ordre de la part du président de séance. À ce moment-là, bizarrement, le débat va partir dans tous les sens. Il y aura une intervention de la part d'un représentant socialiste pour dire que lui-même est favorable au vote des deux motions, et après des vœux n'ayant plus rien à voir. Pardon ? Mais pas un guédiste. Non, pas un guédiste, socialiste libertaire, évidemment. Et après, des gens viennent pour présenter des vœux, enfin bref, ça part dans tous les sens, et on se demande un petit peu ce qui va se passer, et si tout simplement on va oublier le débat. Heureusement, au bout d'un moment, Ferdinand Buisson demande à nouveau la parole. On la lui accorde, vu que c'est Ferdinand Buisson. Et là, il affirme qu'il votera la motion de Doisier et qu'il s'est entretenu avec Doisier, qui lui-même a dit qu'il voterait la motion Buisson. On donne la parole à Doisier. Non, et Buisson précise que Doisier est d'accord sous réserve que les deux motions soient présentées séparément. On donne la parole à Doisier, qui confirme qu'il votera la motion Buisson,
sous réserve toutefois que sa propre motion à lui soit aussi présentée au vote. Pas question qu'on présente celle de Buisson et pas la sienne. Hein. Là, il est quand même chatouilleux, le monsieur. Et il se montre quand même un peu courtois, ajoutant qu'il propose qu'on commence par la motion de Buisson. Et Buisson ajoute: nous ne sommes pas ici un concile, nous sommes un congrès de libres penseurs, et les libres penseurs doivent avoir le droit de s'exprimer de manière différente et au besoin de dire 2 fois la même chose dans 2 expressions différentes destinées à 2 publics différents. Et à ce moment-là, de manière assez cocasse, les 2 motions vont être l'une après l'autre, mais immédiatement adoptées à l'unanimité. Et le Congrès, vu le temps perdu, va donc décider de tenir une séance supplémentaire le lendemain. Ce Congrès, qui devait durer 3 jours, va finalement en durer 4. Alors je reprends. La passe d'armes fut quand même assez virulente quand on y songe, hein, en tout cas du côté de Doisier, dont je rappelle ces formules pour le moins méprisantes: les libres penseurs pour la forme, les bourgeois qui se servent de la classe ouvrière pour exploiter leur bulletin de vote. Et j'ajoute que de surcroît, Doisier était alors nouveau dans la libre pensée. Lui-même dit que c'est le 2e congrès auquel il vient et qu'il n'est pas du tout sûr de rester membre de la libre pensée selon le sort qui sera fait à sa motion. Et je suppose que ces options politiques faisaient de lui un proche de ceux qui avaient refusé de siéger dans la commission parlementaire chargée de préparer la loi de 1905, c'est-à-dire bien évidemment un guesdiste. C'est clair. Et de manière admirable, je serais totalement incapable de réagir comme lui, Buisson avale les couleuvres l'une après l'autre, sans à aucun moment réagir avec la moindre agressivité, mais en conservant un calme absolument parfait. Je doute fort que j'arriverai un jour à une telle sagesse. Oh, je te connais pas. Ah bon? Ma foi, en général je réagis. Pas forcément la première fois, mais au bout de 2-3, j'ai du mal. Mais Ferdinand Buisson, en fait, de par sa carrière, a été très fréquemment placé devant le constat d'échec de certains congrès qui avaient tourné à la foire d'Empoigne, et notamment les congrès de la paix, dans lesquels il avait été extrêmement actif quand il était à Neuchâtel, où tout le monde se retrouvait sur un objectif commun, et dès que les personnes se retrouvaient ensemble, eh bien, c'était les uns qui tiraient sur les autres, les athées pacifistes tirant sur les protestants pacifistes, les socialistes les socialistes libertaires contre les marxistes, les partisans de la révolution armée contre ceux qui étaient partisans du pacifisme intégral. Bref, ces congrès, très souvent, se déroulaient extrêmement mal. Ferdinand Buisson, pour ayant vu cela à de multiples reprises, avait développé cet art extraordinaire de la négociation qui faisait qu'en fait on avait du mal à le situer, car il pouvait très bien se présenter comme étant l'un des chefs de file du parti radical, ce qu'il était, tout en étant foncièrement libertaire, ce qu'il était aussi, mais dans son souhait de rassembler les forces républicaines, eh bien, il avait compris que les prises de position trop radicales, malheureusement, en général, n'aboutissaient pas à un consensus. Et d'un point de vue politique, il y a des moments où effectivement il peut être préférable de jouer le consensus plutôt que l'éclatement. Ça aurait été assez tristouné que le Congrès de Rome se termine par une sorte d'implosion quant à l'approche et la conception de la libre pensée. Donc pour ma part, ce congrès m'a particulièrement intéressé justement pour ce repérage des protestants dans ce congrès, et si je schématise, au fond, on en a un virulemment anticlérical qui est Maurice Verne. Quant aux 3 autres, leur approche libertaire va clairement de soi. Je vous rappelle également que James Guillaume
qui fut l'une des grandes figures de la première internationale et qui par la suite travailla avec Ferdinand Buisson, qui également fut historien tant de la première internationale que de la Révolution française, était aussi au départ protestant libéral et fut l'une des grandes figures aussi du courant libertaire. On voit l'aspect aussi, selon les pays, cette sorte de déroute de celui qui vient des États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis sont à cette époque-là en pleine régression par rapport à ce que ce fut du temps des grands fondateurs. Vision très pessimiste de Conway quand il dit notamment que la vérité ne se relève jamais. J'avoue que pour ma part, je préfère de loin l'approche d'un autre libertaire qui fut également, encore un pasteur protestant libéral, même si ce fut brièvement, à savoir Élie Reclus et son chant d'espérance qu'il écrit au moment même de la chute de la Commune de Paris dans son journal. C'est un morceau d'anthologie. Concernant Nguyen Huis, eh bien, je ne peux que vous avouer mon affection. Si le mouvement libertaire canonisait certains des siens, je crois que je voterais immédiatement pour Nguyen Huis, qui de surcroît avait un côté extrêmement étonnant. Il venait d'une famille très riche, et sa maison en Hollande était constamment ouverte, qu'il soit là ou pas, pour les libertaires de passage, que ce soit des personnes ayant besoin de se réfugier, ou d'autres simplement qui étaient en voyage. Une espèce de mystique libertaire, si on veut. Quant à Buisson, eh bien, je vous l'ai dit, toute sa vie, il chercha à rassembler les forces de progrès. Et étonnamment, la définition qu'il peut donner d'une structure ou d'une autre, c'est au fond très souvent très proche. Son action dans le domaine politique, son action dans la libre pensée, et même la définition qu'il donna à Neuchâtel d'un projet d'église du christianisme libéral, c'est à peu près la même chose, puisque l'église du christianisme libéral vue par Buisson, c'est en fait l'église, enfin, l'association de ceux dont l'idéal est supérieur à la seule justice. Il n'y a aucune notion de croyance, et à l'époque tout le monde a dit, mais c'est pas une église, c'est une association. Absolument. Ce qui est vrai, mais bon... C'est quoi une église? Pour Buisson, c'était ça. Et ce qui est une manière assez drôle aussi, parfois, de retourner les choses. Plutôt que de dire... et ça aussi, ça peut être une stratégie assez amusante, plutôt que de dire mon approche n'est plus du tout religieuse, dire là c'est la vôtre qui ne l'est pas, elle est sociologique. Mais cette approche que je propose, qui est le perfectionnement individuel et l'amélioration des sociétés, c'est ça la vraie religion, c'est pas vous. Ça peut être une sorte de dialectique, bon, Buisson aimait assez bien cela. Proche de Durkheim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très proche de Durkheim. Alors, pour ouvrir le débat, évidemment, je n'ai pas évoqué toutes les interventions qu'il y avait là-dedans. Beaucoup concernaient des vœux liés aux situations des différents pays. Et là, les vœux, vous les retrouverez dans le congrès. Mais en tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est ce côté que je trouve très attachant de l'aspect université populaire, avec une diversité de points de vue des intervenants, parce que Haeckel ou Conway, ça n'a absolument rien à voir. Des intervenants qui viennent là pour des descriptifs sociaux, puisqu'il y a un tableau fantastique concernant l'horreur que représentaient les orphelinats ou les lieux d'accueil faits par les bonnes sœurs, notamment en Suisse, des jeunes filles venues des milieux pauvres d'Italie, à qui on faisait miroiter qu'au moins, eh bien, elles ne seront plus à charge de la famille, et que de surcroît, elles pourraient ramener quelques sous à la maison, et qui, une fois sur place, étaient quasiment prises en otage, mises à l'amende sans cesse. Elles étaient payées, mais elles devaient tout acheter dans l'épicerie du couvent. Elles devaient participer, bien entendu, à l'aumône, et puis, dès que quelque chose n'allait pas, eh bien, on les mettait à l'amende, ce qui fait qu'à la fin du mois, il leur restait rien, et très souvent, en l'espace de 2 ans, elles avaient perdu la santé. Enfin, bref, des abominations. En gros, cette espèce de tour d'horizon politique, tour d'horizon des situations dans les différents pays, mais aussi tour d'horizon global des évolutions de la pensée, puisqu'on retrouve beaucoup de grands savants de l'époque qui vont être au fur et à mesure invités.
on verra Renouvier dans certains, qui n'est pas là en 1904, mais qui viendra. Gabriel Séaille, qui fut l'un des fondateurs des universités populaires en France, qui lui aussi est assez actif. Bref, d'un peu tous les pays, cette espèce de rassemblement, le congrès de 1904 fut l'un des grands succès dans ce domaine-là. J'ai dit. Oh.